Bonjour à tous. Je propose qu'on commence cette rencontre professionnelle donc, sur le sujet des finances locales et du logement social. Donc, je suis Christophe Bellégaud, directeur des études à l'Union sociale pour l'habitat, et j'anime aujourd'hui cette rencontre donc, sur le thème des finances locales et du logement social. Donc, ce sujet il est venu naturellement parce que les collectivités, elles sont des acteurs clés du logement social. Elles garantissent les prêts, elles délivrent donc elles permettent l'accès au foncier, délivrent des permis de construire, contribuent au financement et parfois gèrent directement une partie du parc social. Leur choix budgétaire et politique influencent donc très directement la construction neuve et la réhabilitation de logements sociaux. Donc, cependant, les marges de manœuvre des collectivités se réduisent donc sous l'effet du ralentissement économique, de la baisse de certaines dotations, de la rigidification de normes. Donc on peut penser aux normes concernant l'urbanisme, la ZAN, l'environnement, du poids croissant donc, des dépenses contraintes, ou encore de la montée des exigences citoyennes. Donc dans ce contexte, les élus doivent effectuer des choix difficiles et le logement social reste-t-il dans ces conditions une priorité locale et est-il encore vu donc, comme un levier de développement ou plutôt comme une source de tension? Et la question se pose d'autant plus qu'à l'approche des municipales de 2026, alors que la tension sur l'offre s'aggrave et que la demande atteint des niveaux inédits. Donc l'objectif de cette rencontre est de partager un diagnostic sur la situation des finances locales, d'entendre le témoignage de collectivités et d'explorer les leviers d'action et d'accompagnement possibles, en particulier avec la Banque des territoires. Donc, je propose de donner la parole au cabinet FCL Gérer la Cité avec Isabelle Québé, directrice générale, et Jean-Christophe Berger, directeur de mission, pour un état des lieux des finances locales. Ensuite, nous ferons monter donc, nos deux élus ainsi que la Banque des territoires pour une table ronde avec deux temps. Un premier temps sur le rôle des collectivités finalement dans le logement social pour explorer différentes problématiques et ensuite un temps un peu plus sur quelles actions faudrait-il mettre en place pour faire en sorte que les collectivités restent engagées. À la fin de chacune de ces trois temps, il sera possible bien entendu de poser des questions et de participer à la rencontre. Vous pouvez venir, merci. Donc, merci, Monsieur Bellégaud, pour votre invitation. Nous sommes très heureux d'être au congrès de l'USH. C'est la première fois qu'on intervient. Alors même que l'essence d'FCL Gérer la Cité, vous l'avez dit, le nom complet c'est Gérer la Cité, trouve son origine dans l'accompagnement des villes nouvelles. Donc villes nouvelles, SAN, travaille avec les EPA sur les programmes PRU et puis sur tous les territoires. Donc nous allons vous présenter quatre points importants. Nous allons revenir tout d'abord sur le montage des opérations d'aménagement et on fait le lien avec les finances locales, c'est-à-dire qu'à chaque étape importante des projets urbains et de la construction du logement et de l'accueil des populations nouvelles, il y a un lien et un soutien du secteur public local et notamment du bloc communal, c'est-à-dire communes et agglomérations. Alors, FCL Gérer la Cité, en quelques mots, nos compétences sont très transversales, c'est-à-dire que l'équipe s'est développée avec les besoins du secteur public local et on part de l'aménagement de la ville pour arriver à la stratégie financière de la collectivité locale, tout ce qui est montage de projets, financement, que ce soit des financements de banques ou des recherches de financement en subvention. Et en ce moment, on travaille beaucoup sur les petites villes de demain dans les accords cadres en caisse de dépôt pour rechercher des subventions, notamment sur les fonds friches, etc. Ensuite, on est vraiment sur la stratégie financière et fiscale et puis tout ce qui est contrat public, que ce soit des montages de structures, une SPLA ou des négociations face aux opérateurs. Donc on est toujours en accompagnement du secteur public et puis on discute beaucoup avec les opérateurs projets urbains. Donc on est une petite structure, mais on est implanté sur toute la métropole et toute la France. Et on travaille beaucoup en métropole et aux Antilles. Et c'est historique chez FCL. Donc ça nous permet d'avoir une proximité aussi par rapport aux problématiques locales.
hein. La moitié des effectifs sont sur toute la métropole, sur toute la métropole. Rapidement, voilà. Donc, on fait aussi des programmes de formation, ce qui est important aussi pour travailler ensemble. Alors, là, notre intervention, je vous ai dit, ce sera 4 points. On va vous restituer des travaux qu'on fait depuis l'historique d'FCL et qui nous ont permis de contribuer en 2021 à la commission logement de Rebsamen qui avait été demandée par le Premier ministre de l'époque, donc Jean Castex. Et donc on avait travaillé sur le lien entre les finances locales, les collectivités locales et le logement. Et donc ces travaux ont donné lieu d'ailleurs à l'APL, projet de loi de finances 2022, avec une correction notamment sur la taxe d'habitation. Donc le premier point qui nous semblait intéressant, c'était de revenir sur vos métiers et sur le cycle du logement. Et donc sur le graphique, vous voyez le cycle du logement et en bas, on vous met les interventions des collectivités à chaque niveau de cycle. Le cycle du projet urbain. Tout d'abord, aujourd'hui, on s'aperçoit que les projets sont de plus en plus difficiles à sortir. Donc, ils nécessitent un reste à charge de la collectivité. Donc, soit c'est une subvention de la part de la collectivité, soit on peut sortir, on sort les équipements publics, notamment des écoles, qui est supporté par le budget général pour pouvoir faire en sorte que le bilan soit équilibré. Donc ça, c'est un premier point de discussion avec les aménageurs que vous êtes. Ensuite, deuxième période où la collectivité intervient aussi de façon importante, c'est au moment de la construction et de la sortie de logements et des activités des bureaux. Et donc là, il y a aussi une subvention au logement qui apparaît, toujours de la part des collectivités. Et enfin, une fois que les logements sont sortis, vous avez effectivement en parallèle les équipements publics, crèches, écoles qui sont sortis. Et là, on est sur un portage du budget général par la collectivité, et avec notamment les coûts de fonctionnement induits. Et donc, on va revenir sur ces 3 périodes pour vous montrer le coût. Nos travaux avaient permis d'identifier le coût d'un logement. Là, on a travaillé finalement sur toute typologie de collectivité. On avait pris 74 opérations d'aménagement, et que ce soit sur des zones tendues ou des zones de centralité ou rurales. Alors, première étape, on reparle de la structure des dépenses de logement. Donc évidemment, il y a les travaux qui sont en vert, et puis il y a le foncier. Et le foncier, c'est le point un petit peu compliqué actuellement, puisque c'est vraiment la difficulté pour équilibrer une opération. Le foncier est de plus en plus cher, et il est de plus en plus coûteux parce que les travaux de dépollution on n'est plus sur de l'étalement urbain, donc des travaux sur des reconstructions sont nécessaires, mais coûtent plus cher. Donc ce poids du foncier explique aussi les coûts de sortie. Et donc vous avez en face la structure des recettes avec les droits à construire principalement, et à côté on a des subventions. Je ne vois pas bien, mais c'est voilà. Donc à partir de ces opérations, on a regardé sur toutes les opérations qui étaient assez bien réparties sur le territoire. Et de ça, on en a déduit le reste à charge. Et le reste à charge, quelle que soit la zone de la construction, même si c'est un lotissement en zone rurale, parce que finalement, le droit à construire, les charges foncières sont moins élevées, finalement, le reste à charge, il est d'environ 16 000 € par logement. Voilà. Donc ça veut dire que déjà, sur ce point-là, le reste à charge pour la collectivité et le coût du logement est important. Voilà. Donc ça avait permis d'objectiver ce premier coût. Ensuite, là, on a un graphique, notamment, c'est l'USH qui nous l'a transmis. Et donc, c'est sur la participation des collectivités sur les subventions. Avec une augmentation en 2022, peut-être que c'était un rattrapage. Voilà.
Voilà, sur cette première partie du logement, il nous semblait important de rappeler les étapes de sortie de programme. Et évidemment, vous avez bien en tête les difficultés à chaque étape du cycle du logement. Le point important aussi, la charge d'intérêt, j'en ai pas parlé, mais là, on repart sur... il est prévu une hausse d'intérêt, donc ça veut dire que on risque là aussi d'avoir une légère augmentation de la charge d'intérêt sur le portage. Donc, dans un deuxième temps, on va parler de les cycles législatifs et fiscaux. Et la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que les mesures successives qui ont été prises depuis 10-15 ans par les gouvernements, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, ont une incidence directe, voire indirecte, sur la politique de construction? Et est-ce que ça a pénalisé le logement directement ou indirectement? Et ensuite, on vous présentera le deuxième phase de travaux, c'est-à-dire sur toutes les simulations sur les coûts de fonctionnement induits pour arriver à la situation financière des collectivités locales en 2024, ce qui nous permettra d'ouvrir le débat. Je passe la parole à Jean-Christophe Verger. Merci, bonjour à tous. Alors, donc là, pour cette partie, on va se situer effectivement sur la phase du cycle de vie des logements sur laquelle on est après la livraison des logements. Juste pour vous remettre un petit peu en contexte, quand on parle des compétences logement et ou habitat, on est essentiellement, alors pas que, c'est une compétence qui est assez largement partagée, mais on est quand même beaucoup sur le bloc communal, communes et groupements. L'idée déjà de ces premiers graphiques, c'est de vous remettre un petit peu les choses en contexte, parce que là on vient de voir le reste à charge des opérations d'aménagement, les subventions aux logements eux-mêmes. L'idée, c'est de vous faire bien avoir en tête que la partie aval avec les coûts de fonctionnement induits, elle est extrêmement importante également. Les graphiques que vous avez à l'écran, ce sont la répartition qu'on appelle fonctionnelle des dépenses, donc par objectif de ces dépenses, par grande catégorie. Et ce qu'on constate, donc là le premier graphique, c'est la répartition fonctionnelle des dépenses des communes de plus de 3500 habitants, qui sont les données disponibles. Et ce que vous pouvez constater, c'est que donc, vous avez ici la partie aménagement des territoires et habitat, et on voit qu'on est sur des niveaux de dépenses, donc c'est fonctionnement et investissement, un fonctionnement en violet, investissement en bleu. On est sur des niveaux de dépenses qui sont plutôt inférieurs, on va dire, à la mise en œuvre des politiques de proximité, notamment tout ce qui concerne la scolarité, le périscolaire, le sport, la culture, etc. Et quand on regarde la fonction habitat en elle-même, on est pour les communes à moins de 1% des dépenses de fonctionnement, et pour les groupements, c'est le graphique à droite, on est autour de 3%. Voilà, mais là encore, on est sur des niveaux qui sont inférieurs à la partie suivante, avec toute la mise en œuvre des services de proximité et notamment de réseaux, eau, assainissement, transport, etc. pour les groupements. Donc l'idée, c'était bien de vous faire sentir qu'on est sur un sujet majeur quand on va regarder la question de l'équilibre entre les dépenses induites par la mise en œuvre des services de proximité et les recettes allouées aux collectivités pour faire face à la mise en œuvre de ces services de proximité. Deuxième point, en matière de recettes, on est dans un environnement qui est en mutation permanente depuis au moins une vingtaine d'années. Voilà. On procède à des analyses des lois de finances tous les ans. Tous les ans, il y a des réformes plus ou moins importantes des recettes des collectivités, avec des recettes en matière de fiscalité qui sont deux grands jalons, la suppression de la taxe professionnelle en 2009-2010, et puis la suppression évidemment de la taxe d'habitation sur une période étalée, mais pour les collectivités, l'année de césure, c'est 2021. Le graphique que vous avez à l'écran, c'est l'évolution des recettes, à la fois en volume, donc des recettes de fonctionnement, à la fois en volume et en structure, de l'ensemble des collectivités. Ce qu'on constate, c'est qu'on a deux grands mouvements. Le premier mouvement, vous avez en violet et en bleu les recettes de fiscalité. Et la distinction entre les deux, en violet sont les recettes de fiscalité directe, ou ce qu'on appelle les impôts locaux, donc notamment taxes foncières et taxes d'habitation, pas uniquement, mais
parmi ces impôts, la taxe foncière et la taxe d'habitation. Et en bleu, la fiscalité dite indirecte. Donc là, on a différentes ressources fiscales. Ça peut être les droits de mutation à titre onéreux. Ça peut être également des fractions de recettes nationales allouées aux collectivités, comme la TVA. Le premier grand mouvement dont je vous parlais, c'est, vous voyez bien, la répartition qui change radicalement. Avec le poids des recettes en bleu qui devient de plus en plus important, et notamment vous avez un décrochage très important. Je vous disais en 2021, là c'est l'effet de la suppression de la taxe d'habitation dans les budgets des collectivités. Et puis le deuxième mouvement qu'on observe, c'est la partie en vert qui correspond au concours financier de l'État, où pendant longtemps, pendant on va dire les années 2000, vous aviez des concours financiers de l'État qui étaient croissants parce qu'indexés tous les ans selon des règles qui différaient d'une année sur l'autre, mais l'inflation, la croissance, voilà. Mais en tout cas, on avait des indexations de ces concours financiers. À partir des années 2010, on a une stabilisation et entre 2014 et 2017, on a eu une baisse de ces concours financiers assez importante. Ça a été la fameuse contribution au redressement des finances publiques. Donc on a eu toute une série de réformes qui se sont succédées pendant 20 ans. Et la question qui se pose, c'est comment ces réformes ont eu un impact sur le lien avec le logement social et les services de proximité à mettre en œuvre. Évidemment, on a vu la modification des structures, à la fois les concours financiers de l'État, la fiscalité qui est de moins en moins de la fiscalité directe. Aujourd'hui, les enjeux, ils sont largement concentrés sur un sujet qui est celui de la taxe foncière, parce que la taxe foncière, quand on zoome sur les communes, on est sur à peu près 40% des recettes de fonctionnement. C'est la première recette de fonctionnement des communes. Et côté autres acteurs du logement, la taxe foncière est également un enjeu extrêmement important. Là, le graphique que vous avez à droite, c'est un graphique qui est issu d'un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui détaille la fiscalité 2022 selon les différentes étapes du cycle de vie du logement. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, la fiscalité qui pèse sur le logement en volume la plus importante, c'est la taxe foncière, et donc c'est la taxe sur la détention avec la taxe foncière. Donc la taxe foncière et sa compensation éventuelle, c'est un enjeu central pour l'ensemble des acteurs. De ce point de vue-là, les réformes qui se sont succédées, l'idée c'est de vous montrer que même si on n'était pas sur des réformes qui étaient directement dans le champ du logement, il n'y avait pas toujours des objectifs qui étaient affichés par rapport au logement, ça a eu des incidences sur la capacité des collectivités et notamment des communes à mettre en œuvre les politiques induites par le logement. 3 exemples pour le montrer, le troisième sera la suppression de la taxe d'habitation parce que c'est le plus évident, mais deux autres exemples pour vous le montrer. Premier exemple, vous savez que le logement social fait l'objet d'exonérations de longue durée en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Historiquement, ces exonérations étaient compensées par l'État aux collectivités, avec des règles qui faisaient qu'elles étaient partiellement compensées, parce que certaines d'entre elles n'étaient compensées qu'à partir d'un seuil de perte de recettes de 10%, etc. Mais il y avait une compensation qui existait. Sans que ce soit une politique directe vis-à-vis du logement, ces compensations, elles ont fait l'objet de diminutions progressives tout au long des années 2000. Dans le cadre de ce qu'on a vu sur la stabilisation des concours financiers de l'État aux collectivités, il a fallu trouver à l'intérieur de ces enveloppes des concours qui devaient diminuer. Et cette compensation de l'exonération des logements sociaux, elle a été diminuée systématiquement de 2009 à 2017. Donc ça, ce n'était pas en lien direct avec la politique du logement, mais le résultat, c'est qu'en 2018, quand on regarde le taux effectif de compensation de ces exonérations de ces exonérations de longue durée sur les logements sociaux, on n'était plus qu'à 3% de taux de compensation effectif. Donc autrement dit, l'exonération de foncier bâti des logements sociaux n'était plus du tout compensée aux collectivités. Pour mémoire, il y a un article de la loi de finances pour 2017 qui prévoit un rapport annuel sur le coût pour les collectivités des mesures d'exonération des impôts locaux. Il est établi chaque année, mais la dernière version rendue publique, elle date de 2019, et c'est de ce rapport qu'est issu le chiffre de 3% de taux de compensation. Deuxième exemple, les mesures, alors il y a eu plusieurs séries de mesures d'association des collectivités au redressement des finances publiques, pour prendre un vocable un peu générique. Ces mesures, là encore, elles ne sont pas directement en lien avec la politique du logement, mais elles peuvent avoir des incidences indirectes sur la politique du logement.
Je vous ai pris l'exemple de la loi de finances de 2025, donc de l'année en cours, hein, donc la dernière loi de finances adoptée. Vous avez eu 3 grandes mesures qui sont venues toucher les budgets des collectivités. Vous avez eu une mesure qui a touché les groupements, les départements, les régions, qui est le gel de la TVA. On a vu que la fiscalité indirecte était une recette de plus en plus importante dans les budgets des collectivités, dont la TVA. Cette TVA a été gelée en 2025 et donc les collectivités concernées n'ont pas enregistré de croissance qu'elles auraient pu attendre sur cette recette. Deuxième mesure qui a été largement diffusée et commentée, un prélèvement sur recettes, alors qui s'est appelé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes, mais en fait quand on regarde techniquement comment il fonctionne, c'est un prélèvement sur les recettes des collectivités. On est à peu près sur des ordres de grandeur équivalents à 1 milliard d'euros, tout niveau de collectivité confondu. Et puis troisième grande mesure de la loi de finances 2025, c'est la hausse des taux de cotisation employeur à la CNRACL, alors qui n'est pas une mesure directement de redressement des finances publiques, mais qui y participe indirectement, et qui représente également 1 milliard d'euros pour les budgets des collectivités. Ces mesures, elles ont été réparties de la manière suivante entre les différents niveaux de collectivité. Et vous voyez que si on regarde le bloc communal, hein, dont encore une fois, c'est les principaux intervenants en matière de politique du logement, on est sur quasiment des répartitions équivalentes et à peu près 700 millions d'euros pour les communes et pour les EPCI. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces mesures, elles ont touché de la même manière l'ensemble des communes, selon que ces communes ont des enjeux en matière de logement ou pas. Si on regarde l'ensemble des communes l'ensemble des communes hexagonales, on a fait la répartition, alors on ne voit pas bien là, la couleur, mais plus vous allez vers le rouge foncé, plus l'impact est défavorable pour les communes concernées. Donc pour l'ensemble des communes hexagonales, on a globalement à peu près les 2/3 des communes qui sont touchées de manière modérée par ces 3 mesures. Maintenant, si on regarde les communes qui se situent en zone de tension en termes de locatifs, donc les communes en zone A et en zone A bis, ce qu'on voit, c'est que les répartitions s'inversent complètement, et notamment si on regarde les zones de tension les plus fortes et les communes en zone A bis, on a cette fois-ci près de 60% des communes qui sont touchées beaucoup plus fortement par ces mesures. Alors comment ça s'explique? Il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on est sur des communes plutôt de taille un peu plus importante et avec des niveaux de services plus importants également, et donc plus de personnel, et donc plus d'impact de la hausse des taux de cotisation à la CNRACL. Et deuxième élément, c'est que le prélèvement sur recette au titre du DILICO, il a été réparti en fonction de 2 indicateurs, les revenus de la population, le potentiel de richesse fiscale des communes, et ces communes sont défavorisées au titre de ces indicateurs. Donc même si on n'est pas directement sur une mesure liée à la politique du logement, on voit bien qu'on vient impacter beaucoup plus les budgets des communes en zone de tension locative que l'ensemble des communes. Et puis troisième exemple, la suppression de la taxe d'habitation en 2021 pour les collectivités. Et là, évidemment, alors je dis évidemment, je ne sais pas si une évidence que ça. La suppression de la taxe d'habitation, elle a, sur le stock, été complètement compensée aux collectivités. Alors, modulo quelques détails techniques, mais sur le stock, on a bien une compensation de la perte de recettes pour les collectivités. Maintenant, sur la dynamique des recettes, on a une modification importante de la dynamique des recettes, et on a notamment une baisse de la dynamique des recettes liée au nouveau logement. Je vous montre à travers un tableau un logement libre, un logement social et en comparaison un exemple de bureau. Et là, l'idée, c'est de vous montrer sur un exemple réel d'une commune, un logement moyen, combien est-ce qu'il rapportait avant la réforme de la suppression de la TH et après la réforme. Et ça, avant les mesures de la loi de finances 2022. Avant la réforme, votre logement libre, il amenait de la taxe d'habitation. Sur cet exemple, un peu moins de 1 200 € de taxe d'habitation. Il amenait de la taxe foncière. Dans cet exemple, un peu moins de 500 €, enfin entre 400 et 500 € de taxe foncière. Au global, on était à près de 1 600 € de recettes de fiscalité issues d'un nouveau logement libre. Après la réforme, on n'a plus de taxe d'habitation, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. On a toujours de la taxe foncière avec un taux qui est plus élevé parce que les communes ont été compensées par le transfert des taux départementaux. Mais la conjonction de ces 2 évolutions fait que le nouveau logement libre amène moins de recettes qu'auparavant. Là, dans cet exemple, 13% de recettes en moins après la réforme de la suppression de la taxe d'habitation.
Pour les nouveaux logements sociaux, l'écart est encore plus important parce que avant réforme, un nouveau logement social n'amenait pas de taxe foncière de manière très minoritaire. La compensation dont on a vu de l'exonération de foncier bâti, dont on a vu qu'elle était devenue epsilonesque, mais il amenait de la taxe d'habitation. Même si elle n'était pas toujours payée par les occupants des logements sociaux, il y avait des mécanismes de dégrèvement, mais globalement, les logements sociaux amenaient quand même de la taxe d'habitation. Après réforme, plus de taxe d'habitation, pas de taxe foncière non plus, une compensation qui reste très inférieure. Là, dans notre exemple, 95% de pertes pour un nouveau logement social en termes de recettes induites avant, après la réforme. Et en comparaison, un bureau, toujours sur cet exemple d'une commune, il amenait 11 € de recettes par mètre carré. Avec l'évolution du taux de taxe foncière lié au transfert départemental, on est sur une multiplication à peu près par 3 dans l'exemple de notre commune. Donc autrement dit, cette réforme de la suppression de la taxe d'habitation, elle a eu pour effet de désinciter à construire du logement social en termes de recettes et de désinciter également dans une moindre mesure à la construction du logement libre et à l'inverse de renforcer le poids, alors évidemment après avec les considérations de commercialisation derrière, mais de renforcer le poids de l'activité économique qui amène plus de recettes qu'auparavant. Dans le cadre des travaux pour la commission logement, on a cherché à systématiser ce raisonnement et on l'a mené à l'échelle des 34 000 et quelques communes pour voir quelle était la perte de dynamique. Et le résultat de nos travaux, c'est de montrer que pour une part très significative des communes, on a une perte de dynamique qui est importante. Comment on a fonctionné? On a produit un programme type de 1000 logements, dont 25% de logements sociaux, et on a regardé les recettes induites avant et après réforme de la suppression de la taxe d'habitation. Et on a classé les communes en fonction des pertes, plus de 40%, entre 30 et 40%, etc. Et on voit que la grande majorité des communes enregistrent des pertes de dynamique fiscale liées à cette réforme supérieures à 20%, donc des pertes significatives quand on les compare aux coûts de fonctionnement induits par les services de proximité à mettre en œuvre. Et puis, donc, vous savez qu'en loi de finances 2022, il y a eu 2 mesures qui sont venues corriger une partie de ces effets. La première, c'est une compensation de l'exonération des logements sociaux. Donc on a vu qu'elle avait quasiment disparu. Une compensation de la perte de recettes pendant 10 ans, de limite, pendant 10 ans uniquement, et pour les logements qui ont fait l'objet d'un agrément sur le mandat actuel, entre 2021 et mi-2026, et puis pour les logements locatifs intermédiaires, la transformation de l'exonération de foncier bâti en crédit d'impôt qui du coup ne pèse plus sur les collectivités. Et ce qu'on observe, c'est la partie en violet, c'est que du coup, ces mesures-là, elles viennent complètement corriger l'impact en termes de dynamique parce qu'on a une meilleure compensation des logements sociaux que celle qui existait avant la réforme et donc on a une dynamique également du programme qui est meilleure. Mais avec une grande question, c'est le devenir de ces mesures parce que la plus importante d'entre elles, c'est l'exonération la compensation de l'exonération des logements sociaux. Or, on arrive au bout là, de la période qui est prévue pour la mise en œuvre puisque c'est les logements qui font l'objet d'un agrément jusqu'à mi-2026. Donc, quid de cette compensation derrière? Si elle disparaît, on revient dans la situation en bleu ici avec cette perte de dynamique. Dernier point de l'intervention, donc on a vu perte de dynamique en termes de recettes issues des nouveaux logements. Est-ce que les collectivités, notamment les collectivités du bloc communal, sont en situation de poursuivre ces politiques et de poursuivre la mise en œuvre des services de proximité liés au logement? On vous a fait un petit focus sur la situation actuelle des budgets des collectivités. Pour mémoire, en France, les administrations publiques locales, c'est à peu près 20% de la dépense publique. Et au sein de ces collectivités, le bloc communal, c'est les 2 parties que vous avez ici, communes et groupements. On est sur un peu plus de la moitié des dépenses, plus des dépenses encore qui sont au niveau des syndicats. 3 indicateurs pour mesurer la situation du budget de ces collectivités. Le premier, c'est le taux d'épargne. Le taux d'épargne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'autofinancement. C'est sur le budget de fonctionnement, quelle est la part des recettes de fonctionnement qui n'est pas consommée par des dépenses de fonctionnement et qui peut être allouée au financement des dépenses d'investissement, soit directement, soit via du remboursement de dettes. Ce niveau d'autofinancement, alors vous avez un cas très particulier qui est celui des départements que vous avez en vert, qui a chuté
évidemment en lien avec à la fois la dynamique des dépenses, mais surtout la baisse des droits de mutation. Mais quand on regarde en revanche le bloc communal, donc les communes en bleu et les groupements en bordeaux, que vous avez ici pour les communes et ici pour les groupements, on voit que sur les dernières années, il n'y a pas de dégradation importante en moyenne de la situation des collectivités, notamment parce que l'inflation, qui a évidemment un impact à la hausse sur les dépenses, alors d'une part, elle a fait l'objet de mesures d'arbitrage de la part des collectivités, et d'autre part, elle a aussi entraîné une dynamique de recettes, parce que toute une série des recettes sont indexées également sur l'inflation. Et quand on regarde deux autres indicateurs, les taux d'endettement et la capacité de désendettement, donc la capacité de désendettement, c'est le nombre d'années d'autofinancement pour rembourser la dette. Là encore, même conclusion, on voit qu'on a une dégradation très marquée pour les départements. On ne retrouve pas cette dégradation, marquée en tout cas, au niveau du bloc communal, communes et EPCI. Ce que je vous expose là, alors on pourrait se dire tout va bien, ce ne sont que des moyennes nationales. Et en fait, le sujet, c'est quand même qu'au sein du bloc communal, on a une très forte disparité des situations. Et quand on regarde cette disparité des situations, que là, je vous ai pris avec un indicateur parmi d'autres, l'épargne nette en euros par habitant, donc pour les communes, ce qu'on constate, c'est que sur l'ensemble des communes hexagonales, même clé de lecture, plus on va vers le rouge, plus on est dans une situation compliquée. Gris, c'est en gros l'autofinancement dégagé permet à peu près de financer les investissements récurrents. Donc si on regarde sur l'ensemble des communes, on a une répartition équivalente entre les communes dans une très bonne situation budgétaire, les communes qui autofinancent leurs investissements récurrents, et puis les communes qui sont en difficulté. Ça, c'est les comptes à fin 2024, les derniers comptes disponibles. Pour les collectivités qui sont en zone de tension locative, ce qu'on observe, c'est qu'on a également une très forte disparité. Il n'y a pas de règle en fait là qui dirait qu'on est en plus ou moins bonne situation budgétaire selon la zone de tension locative. On a également, alors là si on regarde les communes en zone abyss, on a également à peu près 30% des communes en grande difficulté, 30% des communes qui autofinancent leurs investissements récurrents, et puis à peu près 40% qui sont plutôt en bonne situation budgétaire. Donc là, l'idée, c'était de vous montrer qu'au-delà des moyennes nationales qui montrent qu'il n'y a pas de dégradation des comptes du bloc communal, on a une forte disparité et vous pouvez avoir des communes en zone de tension locative qui sont à la fois dans une situation difficile et en même temps plus touchées que les autres par les dernières mesures et notamment celle de la loi de finances 2025, sachant que celle de la loi de finances 2026, en tout cas ce qui a été annoncé avant l'été, c'était des mesures à peu près du même type et donc probablement avec les mêmes impacts. Voilà, donc importance de la partie liée au cycle de vie après livraison du logement avec la mise en œuvre des services publics et la dégradation de la dynamique des recettes en face liée au logement par des mesures qui ne sont pas directement des mesures de politique du logement, mais qui ont des impacts sur ces équilibres, et situation budgétaire du bloc communal, pas en dégradation, mais avec des situations individuelles qui peuvent être difficiles, et des collectivités qui sont plus touchées que les autres par les mesures d'association au redressement des finances publiques. Merci beaucoup donc, pour cette présentation très intéressante et très pédagogique. Je propose que nous passions à des questions, en fait, si vous avez des questions dans le public. Et si vous n'avez pas en fait encore le temps que les questions vous mènent à... On a une première question ? Oui, j'ai peut-être été distrait, mais est-ce que vous pouvez redire ce qu'il en est exactement de la compensation de l'exonération de taxes foncières? Jusqu'à quand ça s'applique et à partir de quand il faudrait que ce soit remis en place pour que ça puisse continuer à s'appliquer? Oui, alors sur la compensation de l'exonération des logements sociaux, il y a la compensation historique. Bon, ça, on peut la négliger. On a vu les dernières données disponibles, c'est 3% de taux de compensation effective. Voilà, on néglige cette partie-là. La compensation issue de la loi de finances 2022, ce qui compte, c'est l'obtention de l'agrément.
ces agréments entre 2021 et mi-2026. Donc ça, c'est pour être dans le champ de cette compensation. Et après, la durée d'application de la compensation, c'est les 10 premières années de vie du logement, sachant qu'on est sur des compensations de plus longue durée, hein, plutôt au-delà du double de cette durée. Donc le mandat actuel pour les agréments et 10 ans ensuite pour percevoir la compensation, avec la question de savoir si elle sera prorogée ou pas sur les deux cas. Est-ce que la date de l'obtention de l'agrément va être prorogée? Ça peut être le cas dans une prochaine loi de finances. Et est-ce que la durée peut être prorogée également? Ça, on n'a pas d'indication là-dessus. Quand même, quand il y avait la loi de finances 2022, l'arbitrage, il était évidemment budgétaire, hein, parce que la question s'était posée d'être sur des dispositifs plus larges dans la durée. Et ce qui avait prédominé pour l'arbitrage, c'est le coût pour le budget de l'État, qui avait conduit à poser ces deux limites dans le temps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres encore questions dans la salle? Il y a une question qui est là-bas. Bonjour, vous avez peu parlé des frais de mutation, parce qu'il y a eu quand même des communes qui ont eu des baisses de recettes fortes liées à ces questions-là. Donc, si vous pouviez nous évoquer ce sujet. Alors oui, effectivement, les droits de mutation, on a eu sur les derniers exercices une très forte baisse des droits de mutation. Maintenant, cette très forte baisse, alors on a eu plutôt une reprise, hein, en tout cas dans les premières données qu'on a sur l'exercice 2025. En revanche, sur les budgets des communes, les droits de mutation, ils ont quand même un impact majeur sur le budget des départements, parce que c'est une des recettes principales des départements. Sur le budget des communes, quand on regarde au niveau macro, c'est beaucoup moins important, hein, dans les budgets des communes que dans les budgets des départements, et notamment quand on les compare au reste de la fiscalité ou au concours financier de l'État. Après, ça peut mettre en difficulté individuellement certaines communes, qui sont les communes qu'on a vues qui sont déjà en difficulté. C'est-à-dire, dans les communes, souvent on entend, quand les communes sont en bonne situation budgétaire, on entend, nous, les droits de mutation, on considère que ça ne fait pas partie de l'équilibre de la section de fonctionnement, c'est plutôt une recette qu'on considère comme ponctuelle et non récurrente, voilà, mais ce n'est pas le cas sur les communes les plus en difficulté. Et donc ça peut avoir un impact, mais cette mise en difficulté par la baisse des droits de mutation, elle est vraiment concentrée sur les communes qui étaient déjà en difficulté budgétaire avant, pas sur la majeure partie des communes. Super, merci beaucoup. Donc merci pour cette présentation. Je propose que maintenant on fasse venir sur scène, et pour passer à la suite, donc le Florian Berco, donc maire de Laval et président donc de Laval Agglomération, Costa Castrinidis, directeur des prêts et directeur adjoint à la Banque des territoires, et Philippe Laurent, maire de Sceaux, vice-président de la Métropole du Grand Paris, vice-président de l'AMF et président de la Fédération des EPL. Donc merci à tous d'être là. Et je voulais commencer donc avec monsieur Berco et monsieur Laurent. Pourriez-vous commencer par nous rappeler en fait la taille et le poids du parc social dans vos communes et comment vous vous situez par rapport à vos obligations vis-à-vis de la loi SRU? Est-ce qu'on peut réagir à ce qu'on a entendu? Peut-être commencer par avant de présenter d'où on vient, mais deux peut-être remarques de Béotien. Vous dire qu'effectivement, la lecture de ces chiffres, d'une part, il y a un biais originel parce qu'il y a une disparité territoriale. Il y a des communes riches, il y a des communes pauvres, il y a des potentiels fiscaux qui sont différents. Il y a des communes qui connaissent le chômage de masse quand d'autres sont des territoires plus dynamiques. Et ça, c'est important, c'est un biais originel dans les finances locales. C'est que la péréquation n'est pas suffisante et ça va entraîner aussi des défauts dans les politiques publiques, notamment celle du logement. Et donc, c'est vrai que on a tendance, malheureusement, à ne pas le prendre en compte. Pas de péréquation, donc un sentiment de déclassement géographique de nombreuses zones, de nombreuses communes. Et voilà, ça c'est une première remarque, c'est important de le dire. La deuxième remarque, peut-être plus générique, qui va vous rappeler le débat budgétaire qu'on a à l'échelle du pays, c'est un peu ce cercle vicieux qui est mis en place, mais très très vicieux pour notre pays et donc pour évidemment les territoires. C'est que comme il y a une baisse des recettes, on comprime les dépenses. Comme on comprime les dépenses, on va baisser le service public, le dégrader. Et quand on le dégrade, les citoyens ne sont pas contents. Donc, on ne va pas pouvoir consentir à l'impôt. Donc, quand il n'y a plus de consentement à l'impôt, c'est le contrat social qui tombe. Et ça, c'est quand même un risque énorme. Et si on n'en prend pas garde, tout va s'effondrer. Toutes les politiques de logement aussi vont s'effondrer. Bon.
En remarque préalable, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, d'où on part? Donc Laval, pour ceux qui situent, c'est pas Laval à côté de Montréal, ville de 400 000 habitants, même si on est jumelé depuis 40 ans. Mais c'est évidemment Laval, dans l'ouest de la France, sans doute la ville la plus secrète du Grand Ouest. Une ville où, que j'aime à dire anticyclonique, où le soleil se lève tous les jours, puisque les chiffres du chômage sont plutôt bons. On est autour de 5,2% de chômage sur la ville de Laval, ce qui est une chance incroyable, mais qui veut dire qu'il faut loger aussi les travailleurs, et donc d'où le besoin de logements sociaux. Donc à Laval, on a 33% au 1er janvier 2024 de logements sociaux, avec 3 quartiers prioritaires de la ville, où finalement 12% de la population vivent, et des quartiers effectivement très pauvres sur ces logements, ces quartiers prioritaires. Et puis une première couronne qui est en dynamique, qui ne respecte pas encore la loi SRU, mais qui est en dynamique, en forte progression. Et là aussi, petite remarque de Béotien, c'est pas nous, on travaille très bien à l'échelle de l'agglomération, il y a une volonté des maires de le développer, mais dans quel pays on ne respecte pas la loi? C'est quand même assez étonnant. Moi, quand je ne respecte pas la limitation de vitesse ou quand je grille un feu rouge qui m'est arrivé, j'ai pris 4 points, 135 € d'amende. Bon, je pense qu'il est grand temps aussi de faire appliquer, pour revenir à ma remarque préalable, d'inégalité territoriale, faire respecter cette loi républicaine qui est un ciment du contrat social qui me semble vraiment, vraiment essentiel. Nous, c'est ce qu'on arrive à faire à l'échelle de l'agglomération, sans coercition, mais dans le dialogue, parce qu'on sait très bien que les communes qui accueillent plus de logements sociaux, c'est davantage de services demandés à la population. Et donc, il y a besoin, c'est parfois, le logement social, c'est pas que des logements pour pauvres ou des gens à problème, ou alors des gens issus de l'immigration, je vous rassure, vous le savez bien. Nous, on a quasiment que des travailleurs, mais pourtant, ça va venir consommer davantage de services, surtout quand c'est des travailleurs. Il faut la crèche, il faut l'école, il faut les transports, et des services sociaux. Et ça a un coût pour les collectivités, et c'est un peu la double peine. Souvent, c'est les communes les plus pauvres qui accueillent plus de logements sociaux, à qui on demande plus de services publics et qui ont moins de recettes. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai enjeu collectif de redresser ça. Et un dernier élément, peut-être que je n'aurai pas le temps de le dire après, un petit rapport sur les politiques du logement. Pourquoi il est important de s'y intéresser, le lien entre le financement et le logement, et même la croissance. Si vous regardez sur 30 ans, le poids du logement dans le PIB français, on est passé de 5% à 16% du PIB. Donc là aussi, on cherche des recettes, on cherche à redynamiser notre croissance, s'attaquer véritablement au financement et faire le choix, financé par des budgets collectivités et État, des politiques du logement, c'est de la recette, c'est de la croissance à venir. Et donc, c'est de la redistribution possible. Et ça, c'est important, on a un peu oublié. Le logement rapporte de la TVA, rapporte de l'activité, et accessoirement, c'est des emplois difficilement délocalisables. En tout cas, on n'a plus beaucoup de plombiers polonais qui viennent chez nous sur les chantiers, rassurez-vous. C'est du travail national non délocalisable. Et donc, d'avoir abandonné les politiques, ne plus soutenir les collectivités, abandonner la fiscalité incitative, c'est catastrophique. On ne construit plus de logements neufs dans nos territoires, sauf s'il y a des collectivités mécènes. Et je pense qu'on y reviendra comme à Laval et j'imagine à Sceaux. Oui, d'abord, merci de m'avoir invité ici. J'ajoute que je suis aussi président de la Fédération des EPL. Et donc, les EPL, ce sont les entreprises publiques locales qui, aujourd'hui, gèrent 750 000 logements à travers 130 SEM. Et donc, nous sommes aussi, à travers ça, des acteurs importants du logement social. Je voudrais d'abord féliciter nos consultants, Madame Kébé et Monsieur Berger, pour la clarté de leur exposé. Je le fais parce que j'ai un peu d'expérience en la matière, parce que j'ai fait ce métier pendant des années et des années, plus maintenant, et je trouve que la démonstration, notamment sur les conséquences délétères de la taxe d'habitation, ces conséquences que nous avons dénoncées avant même que la réforme soit décidée d'ailleurs, dès qu'elle a été annoncée par le président de la République actuelle, eh bien, on voit les conséquences vraiment délétères de cette réforme. Bon, je n'insiste pas, mais ça a été très bien démontré et je vous en remercie. Alors à Sceaux, donc Sceaux c'est une commune des Hauts-de-Seine, 20 000 habitants. Donc nous sommes à un taux de logements sociaux de 27%, ce que d'ailleurs la plupart des gens ne savent pas parce qu'ils imaginent que Sceaux c'est pas du tout ça, mais si, c'est 27%. Et juste pour vous expliquer pourquoi nous sommes à 27%, parce que nous étions avant la loi SRU autour de 20% et nous sommes tombés à 11%. Parce qu'il y a eu une opération financière, je le dis, réalisée par une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelait ICAD, enfin qui s'appelle toujours ICAD d'ailleurs, enfin qui est devenue maintenant quasi privée, et qui a déconventionné
sans l'accord des élus, parce que j'étais déjà élu à l'époque, qui a déconventionné d'un seul coup, donc 700 logements. Et donc on est tombé comme ça. Et donc, dès le vote de la loi SRU, au moment du vote de la loi SRU, on était tombé à 11%. Et donc, eh bien, nous nous sommes battus, ça a été très compliqué, et on a fini par obtenir, non pas par ICAD, mais par l'acquisition par l'Office départemental des Hauts-de-Seine, donc le reconventionnement de ces 700 logements. Donc nous sommes remontés autour de 20, et après, eh bien, on a construit de nouveaux logements, en grande partie, pas totalement, mais en grande partie sous forme de VFA, dans des opérations donc de promoteurs, pour atteindre aujourd'hui 27%, et on est stable sur ce taux-là. On n'ira pas beaucoup au-delà parce qu'à Sceaux, il y a quasiment vraiment plus de possibilités de construire, sauf à détruire de manière importante le pavillonnaire. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune friche, il n'y a pas de quartier en déshérence, enfin tout ça, tout est propre. Donc voilà, même le logement social. Voilà, et donc, moi je rejoins évidemment ce que vient de dire Florian Berco. Je suis tout à fait en accord avec ce qu'il a dit sur à la fois l'analyse du sujet et puis aussi les raisons en fait du marasme actuel. Je pense qu'il n'y a eu aucune politique en fait du logement depuis maintenant quelques années. Il n'y a rien eu. C'est pas qu'il y a eu une mauvaise... Il n'y a rien. Il n'y a aucune réflexion là-dessus, alors même que tous les élus locaux, à travers leurs associations, etc., ont alerté, même avant 2017, sur cette crise qui était en train donc d'arriver. Voilà, donc on a un gros travail devant nous. Merci pour ces éléments. Et quels sont les facteurs d'attente, d'acceptabilité ou d'opposition dans vos communes? Quels sont les blocages aujourd'hui sur le territoire? Est-ce que ce sont plutôt des blocages donc fonciers, comme on comprend un petit peu à Sceaux, sur le coût de construction, sur les normes, ou bien des facteurs de perception du logement social dans vos territoires? Peut-être monsieur Berco? Bon, on voit que c'est de plus en plus difficile de construire. Peut-être la vraie difficulté, c'est le modèle économique. On s'aperçoit que le neuf, vous êtes à Laval, vous achetez une maison dans l'ancien à 2000 € du mètre carré. Vous voulez acheter du neuf, vous êtes à 4000 €. Donc déjà, il y a un énorme hiatus dans le logement libre. Et donc le logement social, par conséquent, c'est concerné aussi. Il essaye d'acheter moins cher. On a une petite particularité, mais je sais que j'ai un public averti de Lavallois, mais on a la chance d'avoir un bailleur municipal. Et c'est important de le dire aussi. On a deux principaux bailleurs, au-delà des bailleurs de la Caisse ou d'Action Logement. C'est donc le bailleur départemental Mayenne Habitat et le bailleur municipal, l'actionnariat majoritaire, c'est la ville, avec le PCI derrière, qui est une SAHLM et qui donc est robuste et nous permet d'avoir une vraie politique du logement à défaut d'avoir une vision nationale. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et ce qu'on a développé avec la société, enfin, de Medven Habitat, c'est au-delà d'une politique du logement, c'est une politique de peuplement et c'est une logique aussi d'activer les rez-de-chaussée, de créer de l'activité, créer du dynamisme avec une vraie politique RSE, de reconquête des rez-de-chaussée, notamment d'immeubles. Et ça participe de l'accessibilité, de l'acceptabilité du logement et du bien vivre. Donc ça, c'est important de ne pas regarder les opérations logement que par le logement, mais aussi quelles aménités on peut apporter. En rez-de-chaussée, on a inauguré il n'y a pas longtemps en première couronne des logements neufs avec une micro-crèche au rez-de-chaussée. Ben là, c'est hyper utile. On a un territoire de travailleurs, vous avez le logement, vous avez la micro-crèche, vous avez la route pour aller à l'entreprise. C'est vraiment... on a la chance d'avoir des bailleurs territoriaux aménageurs. Et quel dommage avec cette... énième loi sur le logement, la loi Elan, qui a fait du mal, qui a demandé quand même aux sociétés de se regrouper pour créer des gros mastodontes, parce que c'est vrai que vu de Paris, visiblement, ça a peut-être du sens. Mais nous, les petits territoires où on a nos bailleurs départementaux, municipaux, on est bien content d'avoir la main. Et je vous rassure, on ne pique pas dans la caisse, ça c'est terminé, on n'est pas des barons noirs. Non, on est au service de la population pour bien les loger, pour apporter les services essentiels à la population. Et donc, je pense qu'il y aura un enjeu de corriger ces défauts de la loi Elan et de repermettre la construction de SA, d'établissements publics à la main des élus locaux pour vraiment façonner ces logements et pouvoir avoir des acteurs du logement social qui sont des aménageurs de territoire et qui viennent contrecarrer les lois naturelles du marché. Et ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, on est bien content avec les acteurs du logement social puisque toutes les opérations qui sortent en neuf, c'est grâce quand même aux acteurs du logement social. Oui, écoutez, c'est embêtant que Florian parle avant moi parce que moi je ne peux plus rien.
parce que je suis évidemment en accord total avec ce qu'il vient de dire. Peut-être vous dire que on a vécu, bon, moi je suis élu depuis plus longtemps que toi, donc je vois l'évolution. Il y a 30 ans, dans une ville, quand on construisait, quand il y avait des grues, voilà, on voyait des chantiers, etc., un certain nombre de gens se disaient, c'est pas mal, la ville se développe, on va avoir plus de services, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, quand on construit, les gens disent, on va encore avoir du monde, indépendamment d'ailleurs, même sur le logement libre, hein. On va avoir du monde qui va arriver, mais il n'y a plus de place au lycée, il n'y a plus de place à l'hôpital, les services publics, etc. Donc aujourd'hui on a une non-acceptabilité de la construction de logements, qu'ils soient d'ailleurs sociaux ou pas sociaux. Hein, c'est pas... Et donc c'est un sujet qui doit préoccuper tout le monde et qui doit donner lieu à un discours qui, bien sûr, peut être local, mais qui doit d'abord être national. Il faut redonner envie au peuple tout entier, de se remobiliser pour offrir à chaque habitant des conditions de vie, etc. Et ça passe forcément par un discours national. Et comme je le disais tout à l'heure, comme il n'y a pas aucune politique et aucun discours là-dessus au niveau national, bah ça ne marche pas. Donc là, on a aussi un vrai sujet, qui est un sujet naturellement politique, hein, bien sûr, mais on voit bien que dans les élections, il y a eu des élections législatives il n'y a pas longtemps, il y en a encore certainement bientôt, il y a eu une élection présidentielle. Bon, il m'étonnerait que, compte tenu du système et du fonctionnement du système actuel et de l'ambiance générale, qu'on parle beaucoup de ces questions-là. Et donc, on a un sujet là-dessus. Voilà. Est-ce que la nation est prête à se mobiliser davantage pour construire des logements, pour rénover aussi, d'ailleurs, parce que sur la rénovation, c'est parfois un peu le même sujet. Voilà. Bon, donc ça, c'est la première chose. Alors, à Sceaux, nous avons aussi le bailleur principal. C'est aussi une société d'économie mixte, dont la ville est actionnaire majoritaire, avec la ville voisine de Bourg-la-Reine, qui est actionnaire minoritaire, la Caisse des dépôts, un petit peu, et puis un bailleur privé qui est Action Logement, enfin qui est Séquence. Voilà. Et donc, ça fonctionne très bien. Ces trois bailleurs sont... Séquence est présent sur Sceaux, Hauts-de-Seine Habitat est présent, et puis la SEM est le principal opérateur aujourd'hui de la construction neuve. Ça marche tout à fait bien, ça bien réparti, et c'est très bien. Et le fait d'avoir un bailleur municipal est extrêmement important, parce que toute une série de petites opérations, d'achat parfois de petits immeubles, de rénovation de petits immeubles privés qui étaient dans un état moyen, que nous avons fait, on l'a fait parce que c'était un bailleur local. Hein, jamais un gros bailleur n'aurait fait ça. Donc c'est toutes ces petites opérations qui permettent de créer ou de reconventionner 5 ou 6 logements, elles sont évidemment essentielles, même si elles coûtent cher. Et d'ailleurs, la ville met chaque année à peu près 200-250 000 euros de subventions pour continuer à produire du logement social. Et on n'en produit pas énormément, mais on en produit quand même. Et la subvention de la ville, la subvention d'équipement de la ville, elle est indispensable aux bailleurs pour le faire, et notamment à la SEM. Merci beaucoup. Monsieur Castrenidis, comment accompagnez-vous les collectivités, vous, pour leurs besoins propres, finalement ? Oui, bonjour à tous. Alors, je suis ravi, moi aussi, de participer à cet échange. Peut-être en réaction tout d'abord aux propos de mes collègues. Ce que j'aimerais souligner particulièrement, et je trouve le thème de cette table ronde particulièrement bien choisi, c'est que dans un contexte très incertain aujourd'hui, avec toutes les instabilités politiques qu'on connaît dans notre pays au national, aujourd'hui, où est-ce que l'investissement est dynamique ? C'est sur les territoires. Et nous, à la Banque des Territoires, on accompagne à la fois les collectivités locales, leurs outils de territoire et les bailleurs sociaux. Et ce qu'on constate depuis 2023, c'est une hausse extrêmement significative des investissements locaux. Je veux insister sur ce point parce que dans un moment de marasme, finalement, c'est sur les territoires que le rôle contracyclique des collectivités locales et des bailleurs sociaux joue à plein régime. Si on additionne les niveaux d'investissement des collectivités, ce qui a été très bien décrit dans l'étude précédente, et des bailleurs sociaux, on atteint 100 milliards d'investissements en 2024. C'est un chiffre colossal.
Et c'est des centaines de milliers d'emplois non délocalisables et un soutien pour l'industrie, notamment du bâtiment, l'industrie immobilière, qui est majeur. Et ça, c'est un élément, je pense, même en tant que citoyen, qu'il est important qu'on valorise. Et quand on entend les débats parfois sur question de pourquoi les dépenses d'investissement augmentent, pourquoi la dette des collectivités augmente, je trouve que ce sont des débats qui sont inacceptables d'une certaine manière quand on considère aujourd'hui finalement la dynamique des territoires. Et nous, on est très heureux de pouvoir contribuer à cette dynamique. Alors avec un modèle ici qui est bien connu, hein, c'est le modèle du fonds d'épargne. Hein, c'est pas un modèle qui appartient à la Caisse des dépôts, c'est un modèle qui appartient à la collectivité. C'est notre épargne, nos livrets A, qui aujourd'hui sont extrêmement compétitifs en termes de taux d'intérêt et qui fonctionnent à plein régime puisqu'ils permettent de soutenir en fait les investissements dédiés à la cohésion sociale et à la transformation écologique. Et ça aussi, c'est un élément sur lequel je voulais insister, c'est que nous, on a beaucoup, au cours des dernières années, écrit qu'on ne pouvait pas choisir entre les investissements verts et les investissements sociaux, entre la transformation écologique et la cohésion sociale. Il nous faut produire plus de logements, notamment des logements abordables, pour loger les demandeurs, notamment les demandeurs en attente d'un logement social qui vont bientôt atteindre le chiffre record de 3 millions. Ça ne cesse de progresser de mois en mois, c'est colossal, mais on ne peut pas non plus renoncer aux impératifs de protection de l'environnement et donc on peut se féliciter de voir la qualité des bâtiments qui sont produits aujourd'hui. Tous les logements neufs qui sortent sur la réglementation environnementale 2020, ils sont exemplaires. Et dans le même temps, les collectivités locales ont vraiment augmenté leur niveau d'investissement vert. Nous, quand on intervient sur nos financements au secteur public local, on intervient donc par des prêts d'intérêt général sur des maturités très longues. On commence à intervenir à partir de 25 ans. On peut aller jusqu'à 80 ans sur le foncier avec effectivement un enjeu. C'est que nous, on ne vient pas concurrencer les banques commerciales. En fait, on vient financer des actifs et des projets qui justement ne trouvent pas de financement sur le marché et qui soit n'ont pas de modèle économique, soit ont un modèle économique sur des maturités et sur des temporalités extrêmement longues. Et ce qu'on constate, c'est une hausse extrêmement forte depuis mi-2023. Concernant le secteur public local, on a augmenté nos financements de 350% en quelques années. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la part d'investissement dédiée à la rénovation des bâtiments, je pense par exemple à la rénovation des écoles, aux infrastructures de gestion d'eau, que ce soit les réseaux, que ce soit les steppes, la mobilité décarbonée, la renaturation, la biodiversité, sont des investissements qui occupent de plus en plus une part croissante dans les dépenses d'investissement des acteurs territoriaux. Et ça, de la même manière que je le disais précédemment, je pense que c'est un message qu'on ne véhicule pas assez, qu'on ne valorise pas suffisamment et qui pourtant me semble être une excellente nouvelle pour notre pays. Alors on a nos offres de financement, on intervient aussi par des crédits d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on accompagne, on est partenaire des acteurs territoriaux pour les aider à penser finalement leurs projets, en amont des projets, à les accompagner. On a lancé aussi des programmes de politique publique propres sur lesquels finalement on vient aux côtés des exécutifs locaux pour, avec un mot d'ordre assez simple, simplifier la vie le plus possible des équipes territoriales. C'est ce qu'on fait par exemple dans le cadre de notre programme EduRénov sur la rénovation des bâtiments scolaires. On s'est lancé dans ce programme il y a 2 ans. Tout le monde nous disait c'est impossible de massifier la rénovation des écoles. Bon, avec nos 43 partenaires publics et privés, dont la Fédération des EPL, dont le président est à la table, et tous les autres partenaires de ce programme, on est aujourd'hui à 5500 projets d'écoles qui sont en cours de rénovation sur à peu près 50 000. Ça peut paraître peu, mais on s'est fixé 10 000 en 2027 et on est en train d'y arriver. Parce que 10 000 écoles rénovées, eh bien c'est de l'amélioration pour le quotidien de nos enfants, des communautés éducatives, c'est du travail pour la filière du bâtiment, que ce soit les artisans ou que ce soit les entreprises de travaux. Et finalement, ensemble, on est en train de démontrer, sans soutien politique,
particulier, et avec finalement nos petits bras, nous et ceux de tous les partenaires, et à commencer évidemment par les porteurs de projets, hein, en l'occurrence les exécutifs locaux. On est en train de démontrer qu'il est possible de massifier et d'agir même dans un contexte aussi incertain qu'aujourd'hui. On a un programme également qui s'appelle Aquagir, qui intervient sur la question de l'eau, avec des outils pour éclairer à la décision, des outils gratuits qui permettent de cartographier l'état des ressources en eau, des financements associés. Et ce type de démarche, on est en train de le répliquer pour travailler sur le logement étudiant, pour travailler sur la santé et le grand âge. Et ce sont des démarches, à mon avis, qui sont importantes parce qu'elles sont partenariales, parce qu'elles apportent finalement un soutien et de la simplification dans une période où je pense qu'il est nécessaire qu'on soit tous très solidaires entre nous sur la manière de continuer à investir et d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Merci. Et vous, donc, vous financez également, donc, bien sûr, le logement social. Et dans ce financement, quelle est l'importance des garanties des collectivités? Et est-ce que d'autres acteurs pourraient prendre le relais pour garantir les prêts? Alors merci, c'est une question absolument fondamentale, hein, pour le modèle du fonds d'épargne. Donc je le rappelais tout à l'heure, le modèle du fonds d'épargne, ça existe depuis un siècle. C'est finalement la manière dont nos livrets A sont centralisés à la Caisse des dépôts et retransformés par la Banque des territoires pour faire des financements qui peuvent aller jusqu'à 80 ans. C'est toujours un tour de magie assez extraordinaire de se dire qu'une épargne qui est très liquide et que tout un chacun peut retirer du jour au lendemain parviennent à apporter des financements sur 80 ans. Et c'est un modèle qui est d'une robustesse extraordinaire, qui est caractérisé par le fait qu'il n'y a pas de limite de crédit, c'est-à-dire qu'aucun de nos emprunteurs n'aura jamais de notre part un refus en lui disant « désolé, vous avez atteint votre limite de crédit ». C'est ce qu'on vit tous avec nos banquiers, et c'est normal, hein, c'est logique, c'est des règles prudentielles parce que leur modèle est différent. La force du modèle du fonds d'épargne, c'est qu'il n'y a pas de limite et donc on peut prêter sans limite des milliards à chacun de nos emprunteurs, qui sont des emprunteurs extrêmement limités puisqu'il y a les bailleurs sociaux, les exécutifs locaux et globalement l'ensemble des outils territoriaux. Le deuxième élément, c'est qu'on fait des financements qui sont universels, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas le taux d'intérêt en fonction du risque de crédit de l'emprunteur, c'est vraiment le projet qui va bonifier le taux. Plus le projet est vert, plus le projet est social et plus le taux sera bas. Et où qu'on soit sur le territoire, qu'on soit petit ou gros, on aura au final le même taux. C'est un modèle universel. Bon, pour que ça marche, ce modèle-là, les 450 milliards de bilan du fonds d'épargne, pour que ça marche, il faut que nos prêts soient garantis. Et qu'ils soient garantis par des acteurs qui soient aussi solides que l'État. Peut-être même plus solides aujourd'hui que l'État. Et donc, c'est ça l'importance du modèle. Si on n'a pas les garanties des collectivités, on est obligé de provisionner des tonnes de fonds propres. On a la pression de nos régulateurs derrière. Et encore, il n'y a pas longtemps, je salue des collègues dans la salle qui étaient avec nous, on a dû convaincre le régulateur que oui, le secteur HLM était sans risque, oui, les collectivités locales françaises allaient bien et sont sans risque. Il n'y a pas de risque dans notre secteur, c'est notre chance. Mais si on n'a pas l'acte matériel de la garantie, eh bien, on ne pourra pas continuer à faire ce qui fonctionne aujourd'hui à plein régime, ces financements sans limite et avec des taux extrêmement compétitifs. Je veux redire, hein, pour notamment nos collègues en collectivité, cette garantie ne coûte rien. Cette garantie n'est pas couverte par les ratios galants, que ce soit d'ailleurs sur le logement social ou le logement intermédiaire. Et donc cette garantie, en plus, elle offre des droits de réservation et donc elle permet un soutien aux projets portés sur le territoire et elle permet d'avoir une action, d'être moteur sur le peuplement au sein des territoires. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est un sujet qui revient énormément, très régulièrement, on se dit c'est compliqué. On n'a pas de diminution du nombre de garants. C'est 97% de nos prêts qui sont garantis par les collectivités locales. Ça ne bouge pas dans le temps. Et par-ci, par-là, il y a parfois quelques débats. Mais dans l'absolu, il faut vraiment remercier les collectivités locales du rôle clé qu'elles jouent. La question des alternatives
en réalité, pour le logement social, la seule alternative réelle en cas de refus d'une collectivité locale, c'est la CGLLS, qui fait un travail remarquable et qui nous aide énormément pour justement ne pas se retrouver bloqué avec des opérations qui ne seraient pas garanties. Mais cette alternative est coûteuse par ailleurs, en cotisation pour les bailleurs. Merci Monsieur Castridis pour ces éléments de réponse très complets. Madame Kébé, avez-vous identifié des collectivités qui sont particulièrement volontaristes sur le logement social, et comment est-ce que vous expliquez les fortes disparités d'engagement selon les territoires? Bon, je suis entourée de deux maires, donc c'est forcément une question éminemment politique. Mais c'est la politique qui développe la ville et les politiques publiques. Donc nous, on travaille beaucoup sur des zones qui sont encore en développement. Et donc, c'est bien de revenir quand même sur le mandat actuel. C'est quand même un mandat particulier. Il a commencé avec le Covid. Il finit par des démissions, des lois de finances qui ne sortent pas à temps. Donc climat d'incertitude. Donc j'ai bien entendu monsieur sur des investissements en explosion en 2023, mais je crois qu'il y a un effet aussi rattrapage. Donc c'est un mandat très court pour les élus pour donner des orientations. Vous êtes fatigué, voilà. Donc ça c'est le contexte. Après, aujourd'hui, nous on travaille sur pas mal d'opérations et sortir des opérations dans un contexte, notamment Île-de-France, de tension sur les bureaux. C'est-à-dire que l'équilibre d'une opération, ça passe par les bureaux et ça passe par les logements libres, vous l'avez rappelé. Globalement, les logements sociaux, les personnes sont en attente. Donc aujourd'hui, les bureaux ne sortent pas. Et donc, l'opérateur va venir vers la collectivité pour lui dire on va densifier, on va faire plus de logements pour récupérer des recettes. Les logements libres ne sortent pas. Les opérateurs ont du mal à vendre. Alors, je rejoins monsieur le maire, c'est-à-dire qu'il y a eu un ajustement du marché sur les logements anciens. C'est-à-dire que les banques sont là avec des prêts qui sont plus compétitifs qu'il y a un an. Et puis, il y a une correction du marché sur le logement ancien. Sur le logement libre, c'est quand même un peu plus compliqué. Proportionnellement, les prix au mètre carré restent assez élevés. Et donc, je discutais hier avec un opérateur, il me disait qu'effectivement, au fil des années, la taille des 2-3 pièces avait baissé, la densité, le plafond avait baissé, et il y a les exigences qui ont augmenté. Donc on a des logements qui sont peut-être moins incitatifs, enfin qui donnent peut-être moins envie aussi. Et donc on a la problématique globale des bureaux, la problématique de donner la possibilité, même s'il y a des aides importantes sur les primo-accédants sur le logement libre, et pour pouvoir sortir les logements sociaux. Et à côté de ça, la collectivité, elle a un bilan d'opération avec une école à sortir, et ça se prévoit quelques années en amont, et puis tous les équipements. Donc on a quelques opérations qui sont sorties de terre pour quelques logements, et il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, ou alors on a eu l'exemple très récemment, il y a une école de 9 classes et il y en a 4 d'occupés. Donc c'est forcément des coûts. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la difficulté qu'on a sur des opérations qui peuvent encore sortir du logement, sur des villes qui peuvent sortir du logement, sur des villes qui ont plus de difficultés, pas de foncier, etc. C'est des micro-opérations qui coûtent cher aussi, et il faut le faire sur le temps, il faut regarder dans l'ensemble son territoire, et c'est aussi un coût. Et derrière, vous avez effectivement les droits à construire qui ne portent pas forcément le sujet. Merci. Donc je propose pour avancer qu'on se focalise maintenant sur les leviers qui seraient envisageables pour renforcer l'investissement des collectivités dans le logement social. Et je me tourne donc naturellement vers vous, Monsieur Laurent. Il y a des grandes politiques nationales qui sont mises en place, et je pense donc notamment au FNAP. Et est-ce que la suppression donc du FNAP et des subventions qui sont associées, si elle avait lieu, pourrait-elle remettre en cause l'engagement de votre collectivité et des collectivités en général dans le logement social ? Oui, naturellement. On sait bien quand même que pour équilibrer une opération de production de logement en direct, en maîtrise d'ouvrage direct,
il faut en effet de la subvention, parce que il y a un équilibre économique assez simple à trouver entre le loyer que va payer le locataire qui ne couvrira pas naturellement, qui ne couvrirait pas un emprunt réalisé à 100%. Donc enfin tout ça, c'est... Mais moi je voudrais insister sur ce que vient de dire Isabelle Québé, parce qu'on ne le dit pas assez. D'ailleurs, ça nécessiterait probablement d'être clarifié et d'avoir des chiffres là-dessus. Dans une commune comme la mienne, je vous ai dit tout à l'heure, donc on produit un peu en maîtrise d'ouvrage directe par les bailleurs sociaux et on produit aussi par VEFA. Dans le PLU, toute opération de plus de 1000 m² doit donner lieu à 30% de logements sociaux. 1000 m², ce n'est pas très grand. Chez nous, c'est pas... il n'y a pas beaucoup d'opérations. Hein. Il sort 1 à 2 immeubles de 60-80 logements par an, hein, c'est tout. Mais je vous ai dit, on achète en VFA. Évidemment, la SEM, elle achète à un prix limité. Hein, je peux vous le dire, d'ailleurs, c'est 3 300 € le mètre carré. Le promoteur, lui, il vend le libre à 8 000. Et il monte même au-delà parfois. Attention, hein, c'est pas... Ouais, c'est pas... Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Et le prix de l'ancien, il est entre 5 et 6 000. Donc, en fait, la VFA fait participer les acheteurs, pas le promoteur, hein, les acheteurs du logement libre. Il ne faut pas dire que ce n'est pas le promoteur qui paye, c'est les acheteurs du logement libre. Donc, il y a une forme de solidarité qui se crée, dont les gens n'ont pas forcément conscience, mais qui me paraîtrait intéressant d'éclairer. Parce qu'aujourd'hui, alors vous avez certainement mieux que moi le chiffre en tête, mais c'est pas loin de la moitié des logements qui sont produits en VFA. À peu près, oui. Hein, c'est ça. Alors qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ça n'existait pas. Hein, on est d'accord. Donc on a là un mode de production qui est intéressant. Et effectivement, s'il n'y a pas de production de logements libres, il n'y a pas de production de logements sociaux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que vous disiez. Voilà. Mais je veux souligner quand même ce financement-là. Parce que ce financement-là, cette façon de faire, en fait, permet de faire sans apport important de subventions, de charges foncières, etc. Voilà. Et donc, voilà, je voulais vraiment souligner ça parce qu'on n'en parle jamais, en fait, de cet équilibre-là. Donc, naturellement, il n'y a pas que ça. Naturellement, la production de logements sociaux, c'est une question de politique nationale, de solidarité nationale. Ça s'exprime au niveau de la nation, comme je le disais tout à l'heure. Et naturellement, ça nécessite de la part des pouvoirs publics nationaux un engagement. Cet engagement, il est sur le discours, on en a parlé tout à l'heure. Il est aussi sur des mesures fiscales, bon, on peut en parler. Et il est aussi sur l'apport de subventions. Voilà, donc c'est très important. Merci, on va revenir sur les mesures fiscales après. Monsieur Berco, donc, vous avez donc des quartiers prioritaires de la ville, à Laval et dans l'agglomération. Voyez-vous, quel risque voyez-vous la suppression du NPNRU, de l'ANRU? Est-ce que pour vous, le NPNRU ou le PNRU a amélioré l'attractivité de votre résidentiel, de votre ville et de votre agglomération, et donc à terme les bases fiscales qu'on pourrait imaginer sur la commune? Et est-ce que vous voyez des risques? Le risque il est énorme puisqu'on parle de pognon. C'est que ça va coûter beaucoup plus cher de rien faire et de laisser des zones de non-droit dans notre pays. J'ai eu la chance de vivre dans un État failli au Mexique, bien connu de notre ministre de l'Intérieur, où j'ai vu des zones de non-droit et j'ai vu ce que c'était qu'un pays qui n'arrivait pas à retrouver la sécurité, la salubrité de ces logements dans de nombreux quartiers, et d'ailleurs beaucoup dans les centres-villes, hein, des villes latino-américaines. C'est les centres-villes qui se paupérisent et des gentrifications autour avec des gated communities. Regardez ce qui se passe en Amérique, généralement 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, c'est ce qui arrive chez nous. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des résidences privées si on ne tient pas le contrat social qui est essentiel. Et donc les quartiers prioritaires, pourquoi ils sont essentiels, c'est que si on n'investit pas dans ces quartiers-là, ils vont amener à un déclassement social, à une révolte sociale, et c'est là où vit une grosse majorité de nos jeunes. Et donc, c'est quand même l'avenir de notre pays. Et rien que pour ça, je pense que le coût global macroéconomique est dérisoire. Et donc, nous, on voit l'avant et l'après. Vous venez à Laval, vous prenez des photos avant, vous prenez des photos après, et principalement, la rénovation, elle est portée par les bailleurs et par Action Logement. Très très fortement. Donc sans ça, évidemment, on n'y arriverait pas.
Là où on est presque plus attendu, au-delà de financer nos bailleurs sociaux, on a fait une opération de titre participatif avec la Caisse des dépôts. Ce qui est important aussi dans ces quartiers-là, c'est tout ce qu'il y a à côté, c'est le droit commun, c'est comment on développe des politiques publiques de bien vivre ensemble, parce qu'on a des très beaux trottoirs, on a des très beaux espaces publics, on a maintenant des très beaux logements à des prix abordables, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne bien. Moi, je demande à ce qu'il y ait autant de policiers dans le 16e arrondissement de Paris que dans le quartier de Saint-Nicolas à Laval. Je demande qu'il y ait autant d'enseignants bien formés dans le 16e arrondissement de Paris qu'à Laval. Je demande autant de médecins bien formés dans le 16e arrondissement de Paris qu'à Saint-Nicolas-Laval. Et je pense qu'il faut marcher sur les deux jambes maintenant. Et moi, je demande à ce qu'il y ait un ANRU aussi, des politiques publiques du quotidien. Et je pense que ça avancera. Parce que dans le logement social, enfin même dans la politique du logement, on parle beaucoup de parcours résidentiel. C'est comment on vous permet de réussir votre vie, même si la réussite est un sujet tabou en soi, mais passer de votre... Moi, je suis passé de la chambre de 7 mètres carrés dans le 7e arrondissement de Paris quand j'étais aux études, à la résidence sociale à Jouy-en-Josas, puis petit à petit agrandi, devenu propriétaire, etc. Et ça, c'est intéressant. C'est comment on fait réussir le parcours résidentiel, mais aussi le parcours de vie, parce que derrière le logement, c'est quand même des parcours de vie réussis. Et ça me semble important parce que c'est des coûts moindres pour la société. Si vous êtes bien dans votre logement, si vous avez votre emploi, si vous avez tous les services publics derrière, généralement, il y a moins de coûts pour la société parce que tout se passe bien. Vous êtes moins malade, vous êtes mieux. Et donc, il faut regarder de manière un peu macroéconomique. Et la politique du logement est sous-estimée de ce point de vue-là, de ce point de vue macroéconomique. Et dernier élément sur les banques, là aussi, un appel politique. J'ai jamais autant aimé les banquiers que maintenant. Parce qu'on a une histoire. Nous, on n'est pas américains. Les Américains, ils ont des fonds de pension, ils pensent qu'à la bourse. Quand je vois que l'Europe s'apprête à développer une union des capitaux, on ne sera jamais assez puissant que les Américains. On continuera par se faire bouffer collectivement. Nous, on a la chance depuis des siècles et des siècles de se faire financer notre économie et nos logements par la banque, par le canal du crédit. Et il est essentiel, donc il faut une réglementation évidemment pour contrôler ce que font les banques et pas faire n'importe quoi, mais c'est une chance extraordinaire. Et je suis d'autant plus convaincu que je viens d'un territoire où même des entreprises sont financées par des banques. On a un géant du lait qui s'appelle Lactalis, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas un centime en bourse. Et pourtant, il arrive à faire ses affaires. On peut discuter de là où il place la fiscalité. Mais au-delà de ça, c'est un modèle de réussite économique qu'il faut promouvoir. Donc il y a le logement social, qui est un très beau modèle grâce à la Caisse des dépôts qu'il faut défendre, mais aussi le financement par le canal bancaire de nos entreprises qui me semble essentiel à défendre collectivement, sinon on va finir en fonds de pension et c'est pas notre contrat social, c'est pas notre culture, il faut réussir à le défendre. Donc merci à la Caisse des dépôts d'exister. C'est peut-être une des dernières institutions napoléoniennes qui fait consensus, donc préservons-la. Merci à vous d'être à nos côtés, on a besoin de vous. Merci, on laissera M. Castridis réagir à ces louanges. Une dernière question, M. Laurent. Donc, qu'est-ce que vous attendez finalement, vous, de l'État pour continuer à supporter les communes dans leur action dans le logement, et notamment d'un point de vue fiscal, mais sur d'autres domaines également? Écoutez, je crois que c'est assez clair. Je crois qu'on a à peu près déjà répondu. Donc d'abord, un discours positif sur le logement, quel qu'il soit. Alors pourquoi d'ailleurs un discours positif ? Et pourquoi on a besoin de logement? Parce qu'on pose pas... Oui, on a besoin de logement. D'abord parce que la population française continue d'augmenter. Parce que moi j'entends parfois, on dit, peut-être que demain elle baissera, mais enfin en tout cas pour l'instant, elle continue d'augmenter. Et aussi parce qu'il y a un phénomène bien connu de diminution, mais qui vient de très loin, de diminution du nombre d'habitants par logement. Dans ma ville, en 1968, il y avait déjà 20 000 habitants. On est descendu à 18 000 et on est remonté aujourd'hui à un peu plus de 20 000. Mais en 1968, il y avait 3 habitants par logement. Et aujourd'hui, on est à 2 habitants par logement. Donc il a fallu construire pas mal pour revenir, garder la même population, mais pour garder la même population, il a fallu construire 50% de logements supplémentaires. Voilà. Et donc, c'est un phénomène. Je pense que ce phénomène, alors on sait à quoi il est lié. Il y a plein de causes. Il y a le maintien à domicile, il y a la décohabitation, les séparations, etc. Bon, c'est partout pareil, dans toute la France. Je pense que ce phénomène va quand même cesser à un moment donné, parce que ça coûte extrêmement cher aussi aux gens, aux ménages, etc. Et donc, à mon avis, on est à 2
En moyenne, je pense que ça va probablement se stabiliser là. Voilà, mais c'est la raison pour laquelle il faut construire, continuer à construire. Sinon, on a des familles, comme disait Florian, il y a des familles qui sont extrêmement, qui sont en suroccupation, dans des, voilà, et donc ce qu'on attend de l'État, donc c'est déjà, de l'État, des politiques nationaux, hein. On attend un discours positif. Ensuite, on attend, à côté du discours, en accompagnement du discours, hein, c'est comme les mots d'amour, enfin il faut des preuves, bon, on attend aussi un maintien, ou en tout cas même un redéveloppement de l'accompagnement financier au titre de la solidarité nationale. Et donc, toi tu as évoqué ce qu'on appelle la péréquation. Donc cette péréquation entre territoires, elle existe, mais elle n'est pas suffisante, elle n'est pas forcément suffisamment ciblée. Et effectivement, elle existe sur le plan financier, mais elle n'existe pas non plus forcément selon les moyens, comme tu l'as dit, hein, selon les moyens des politiques publiques. Et donc, en fait, ça revient à remettre en place une vraie politique d'aménagement du territoire, comme on l'a pu la connaître. Aujourd'hui, cette politique-là n'existe plus. Il n'y a plus de réflexion au niveau national, au niveau gouvernemental, au niveau même de la haute administration sur ces sujets-là, l'aménagement du territoire. Alors que nous sommes un pays qui, quoi qu'on dise, est un pays centralisé. C'est comme ça, il y a une culture de centralisation. On compte sur l'État. Alors, de deux choses l'une. Soit l'État est au rendez-vous, l'administration centrale, le gouvernement, quel qu'il soit, est au rendez-vous, soit il ne l'est pas. À ce moment-là, on revoit tout le système, mais tout le système. Et je ne pense pas que ce soit le souhait majoritaire. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que le système est bloqué, en fait. C'est que, eh bien, au niveau national, on n'assume plus donc ce rôle j'allais dire de l'État, quoi. On n'assume plus ça. C'est ça qui bloque. On a une administration centrale qui est bloquée et on a des politiques nationaux qui n'ont plus de discours politique. Voilà. Et même pour aller là-dessus, sur ce que tu dis, effectivement, la politique d'aménagement du territoire, c'est le lien emploi-logement. On a la chance en tant que maire de s'inviter les uns les autres. Moi, quand je parcours la France et que je vais dans le nord ou dans l'est et que je vois des zones sinistrées, je prends souvent l'exemple de mon cher camarade de Saint-Dizier, une ville qui a été désindustrialisée, qui a perdu la moitié de sa population en 30 ans. Quand est-ce que l'État accompagnera de manière renforcée ces territoires, qui sont en prise d'ailleurs aux populistes politiques, puisque tout est lié? Quand est-ce qu'on remet des usines à l'est de la France, dans le nord de la France, à certains endroits, on réindustrialise véritablement, plutôt que de nous installer, je joue contre mon camp, dans l'ouest de la France, on continue à accueillir. D'ailleurs, on n'a même plus de foncier. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Deuxième enjeu, on parle souvent de pouvoir d'achat, mais je crois que le logement social y répond. Je ne sais pas combien on fait de gains de pouvoir d'achat à Sceaux, mais à Laval, sur un T3, vous êtes à 350, 400 € à la fin du mois en plus, que potentiellement vous pourriez réinvestir dans l'industrie made in France, qui coûte plus cher, pour avoir des vêtements, pour avoir de l'alimentation de qualité, etc., etc. Vous voyez, on pourrait développer une économie à forte valeur ajoutée. Ça me semble vraiment, vraiment important. Et puis, je pense qu'il ne faut pas désespérer aussi de cette politique publique de fraternité qu'il faut qu'on développe, puisqu'effectivement, on subit à mort le désamour. Les gens ne s'aiment plus dans notre pays. On n'aime plus son conjoint, on n'aime plus ses enfants en l'étape, on n'aime plus son voisin, on a peur du dernier arrivant. Mais quand est-ce qu'on développe quand même cette fraternité à retrouver, qui peut-être paraît complètement saugrenue? Vous dites, moi, c'est complètement idéaliste. Ben oui, il faut être idéaliste en politique. Moi, je crois que si on s'aimait davantage, eh ben, on serait mieux tous entendre collectivement, on ne serait pas en drépine collective, et c'est bon pour l'économie et c'est bon pour le moral. Merci. Et dernier élément, sur le modèle économique des territoires, on n'en a pas beaucoup parlé, mais sur la transition écologique, là, il y a un grand impensé. Je n'ai pas de solution. Mais aujourd'hui, c'est hyper compliqué de continuer avec les règles fiscales et de développement économique aujourd'hui dans un monde fini. On a l'impression de le découvrir. Mais oui, le monde est fini. En fait, le foncier, on a l'impression qu'il était tout gratos, mais non, il a toujours été fini. Mais là, comment continuer à se développer et avoir une fiscalité qui est en dynamique dans un monde où on ne peut plus construire, où on est obligé de recycler le foncier, mais ça coûte plus cher? Gros point d'interrogation, gros besoin de redistribution et de se poser des questions quand même de règles fiscales, de liens entre nous. Je sais pas, là on pourrait ouvrir, mais il faut l'aborder parce qu'on parle finance et logement. Comment financer le logement à très long terme? Ça va être très 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 compliqué. Bon, merci, on a compris qu'il y a beaucoup d'attentes des collectivités. Et pour répondre à ces attentes, comment la Banque des Territoires adapte-t-elle ou prévoit-elle de nouvelles offres finalement pour les accompagner?
Tout d'abord, je remercie Florent Bercot pour ces mots au sujet de l'institution qu'est la Caisse des dépôts. Bon, c'est vrai que c'est une institution qui a plus de 200 ans, qui aujourd'hui a la chance d'avoir de la stabilité et des moyens d'agir. C'est, je pense, une responsabilité pour nous accrue dans la période actuelle. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prend, avec voilà, beaucoup de concentration pour essayer de mettre nos leviers au bon endroit. Et ça, on peut ne le faire qu'en discutant, en travaillant en fait avec vous, avec les acteurs territoriaux, avec les opérateurs, avec les exécutifs locaux. C'est aujourd'hui vraiment notre polarité. Elle est sur le territoire et c'est ce qui nous nourrit, ce qui nous amène régulièrement à essayer d'améliorer notre manière de soutenir et d'accompagner les politiques publiques. Et c'est vrai que sur la question du logement, le chantier est à la fois immense et à la fois il y a quelques éléphants dans la pièce principaux qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à solutionner. J'en cite quelques-uns. Donc Emmanuel Cos, Olivier Sichel, dans leur discours au cours des 2 derniers jours, ont beaucoup évoqué le chiffre des 100 000 logements sociaux mis en chantier en 2025 et on travaille tous vraiment d'arrache-pied pour atteindre ce chiffre à la fin de l'année. Ça sera une performance exceptionnelle quand on sait que les coûts de construction le prix de revient d'un logement social en 7 ans, ils ont été augmentés quasiment de 30%. Et là, je suis uniquement dans l'Hexagone. Si on regarde les territoires ultramarins, c'est 50%. Donc ça veut dire que produire du logement aujourd'hui, ça coûte 1/3 de plus qu'en 2018. Et donc naturellement, c'est plus de fonds propres, c'est plus de prêts, et ça demande en fait finalement des investissements supérieurs au passé pour produire moins de logements. Donc ça, c'est pas satisfaisant. Donc là, on a un enjeu, il faut qu'on arrive à retrouver une meilleure maîtrise des coûts. Les 2 éléments, on les connaît, il y a le foncier et il y a en fait les coûts de construction en tant que tels. Ces deux postes, ces 2 entrants, il faut qu'on arrive à s'en saisir. Alors la difficulté, c'est personne n'a la réponse seul sur ces 2 sujets-là. Sur le foncier, on travaille beaucoup, d'ailleurs avec la Fédération des EPL, avec beaucoup d'acteurs, notamment les établissements publics fonciers, à développer des solutions de portage foncier de long terme. Ça met un peu de temps à se développer, mais on y est. On a sur le territoire un certain nombre de foncières en discussion, parfois aussi avec des bailleurs sociaux. Moi, je crois beaucoup en ces dispositifs-là. Ça veut dire que finalement, le public va conserver la maîtrise du foncier, que nous, on peut accompagner avec nos prêts à 80 ans, et va donner par des baux amphithéotiques le bâti à des acteurs, notamment des bailleurs sociaux, pour produire du logement social. C'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps à Paris, à Lyon. Il y a des collectivités très engagées sur ces questions. Mais aujourd'hui, si on n'agit pas sur la charge foncière, on n'arrivera pas à retrouver un équilibre de long terme sur nos coûts et nos prix de revient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur les coûts de construction, on a fait un petit travail, on s'en est parlé pas mal et ça a été évoqué aussi dans les discours hier. C'est anormal à mes yeux qu'on n'ait pas un observatoire des prix. Il n'y a pas d'observatoire des prix sur les coûts de construction. Et donc finalement, on constate cette inflation, mais on n'arrive même pas à mesurer en fait d'où provient cette inflation. Donc voilà, nous on est disponibles, on aimerait sur ces sujets-là élargir finalement nos actions pour pouvoir attraper ces éléphants dans la pièce et les régler une fois pour toutes. Il y en a d'autres, j'ai pas le temps de m'y étendre, mais je pense que c'est une responsabilité qu'on a collectivement de regarder ces sujets et d'essayer de les solutionner. Juste un petit mot. Très rapidement. Non, pour rebondir sur ce que vient de dire Costa, dire qu'il y a un point que nous avons, nous élus locaux, peut-être négligé, c'est la maîtrise du foncier. Nous avons maintenant des outils, un peu partout, les établissements publics fonciers par exemple, qui peuvent aider les élus, et notamment les maires, à garder, sinon une maîtrise totale, mais en tout cas une maîtrise partielle du foncier. Il faut les utiliser. Sans la maîtrise du foncier, on ne maîtrise plus l'avenir de la ville. Voilà, et ça, je voulais vraiment y insister. Alors, on a des SEM, on a des foncières qui peuvent aussi agir, y compris d'ailleurs sur les murs commerciaux, ce qui est encore un autre sujet. On travaille aussi beaucoup avec la Caisse là-dessus. Et donc, je pense que les élus doivent se redire qu'ils doivent maîtriser les choses. Et pour maîtriser les choses,
il faut être propriétaire, parce que c'est comme ça dans notre pays. Donc du foncier, des murs commerciaux quand on peut, et puis aussi du logement social. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que les structures dont nous disposons, les offices et les SEM de logement, eh bien, sont des structures qui sont maîtrisées par les élus. Alors bien sûr, il y a les entreprises sociales de l'habitat, entreprises privées, etc. Très bien, il y a une cohabitation qui se fait, on l'a dit tout à l'heure. Mais quand même, je vous le dis à toutes et à tous ici, aux élus qui sont présents, gardez la maîtrise de votre parc social de logement au maximum. Merci pour... C'est beaucoup d'ennuis, c'est beaucoup de travail, mais il faut la garder. Merci pour ces démos, donc c'est un sujet passionnant. Il est d'accord aussi, il est d'accord. Sur lequel on aurait pu continuer à débattre. Donc je voulais remercier tous les intervenants. Donc Florian Berco, maire de Laval, Costa Catrinidis, directeur des prêts à la Banque des Territoires, Isabelle Cabet, directrice générale à FCL Gérer la Cité, et bien sûr Philippe Laurent, maire de Sceaux. Merci beaucoup et vous pouvez continuer la suivante en rencontre professionnelle.